ben, on lance. Allez, nous voilà partis en compagnie de Jean-Philippe Gel, donc, qui va nous parler, nous faire rêver en fait de tout ce qui est hydroglisse, voilà, la recherche qui s'intéresse aux poignées d'aviron. Un sujet voilà, qui paraît loin de... Voilà, on se dit pourquoi. Et bien là, on va voir que c'est super important et que le résultat a été spectaculaire. Peut-être pour commencer, un mot sur c'est l'Institut de recherche à Nancy et puis la participation de l'Europe au programme, peut-être, pour ouvrir. Tout à fait. Alors, ce travail a été réalisé dans le cadre d'un laboratoire ou de plusieurs laboratoires. Le laboratoire Institut Jean Lamour, spécialisé dans les matériaux, et puis le laboratoire d'EVA, spécialisé dans la physiologie des sportifs de haut niveau. Et le département 4, qui est le développement de nanomatériaux pour la vie, ça touche à la fois des orthèses, des prothèses et des accessoires qui sont utilisés directement avec des sportifs en l'occurrence. Alors ce qu'on voit, ce qui est quand même beau, si on voit un peu tous les acteurs en présence quand même, on voit ce principe de fonctionnement chez les Instituts Carnot, de rassembler à chaque fois beaucoup d'acteurs, de se dire tiens voilà, d'aller chercher des spécialistes qui vont pouvoir agréger une connaissance et on arrive à une belle réalisation, quoi. Tout à fait. Alors effectivement, je parlais de l'Institut Jean Lamour, on parle de DEVA, le laboratoire dans le domaine de la physiologie et de la biomécanique, qui a la faculté des sciences, l'IUT Nancy-Brabois, bien évidemment, des sciences des sports, et puis la faculté de médecine qui valide tous les développements, que ce soit en biocompatibilité ou également dans le cadre d'un ruissellement vers la rééducation, la validation de tout ce qui est développé pour le grand public. Ouais. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le sportif de haut niveau. C'est un peu comme une démarche de Formule 1. On équipe déjà le haut niveau et si ça fonctionne, si on arrive à répondre à toutes les problématiques de ce niveau-là, on ruisselle naturellement. Assez rapidement, ce sont des publications scientifiques qui aboutissent à un résultat et on va parler bien évidemment d'une méthodologie qui est un principe, c'est qu'on ne fait jamais rien sans une problématique qui a été donnée par le directeur du pôle nautique français de Nancy, qui est venu avec une réelle problématique qui était de traiter des traumatismes liés à des problématiques de surentraînement qui provoquent soit des lésions cutanées, soit des TMS, des troubles musculo-squelettiques. Et pour la championne qui nous intéresse, ils sont arrivés en mars 2019 avec une championne du monde junior qui ne pouvait plus s'entraîner pour cause de troubles musculo-squelettiques et plus particulièrement de tendinite au canal carpien au niveau du poignet. Et on l'a vu, on s'en doute pas parce qu'on a ce côté rameur dans les salles de sport. L'aviron, on l'a vu le premier jour avec Thomas qui était venu nous parler justement de l'étude du mouvement et il avait remarqué que l'aviron finalement, il y a beaucoup de lombalgie, il y a beaucoup de... C'est un sport finalement qui a une posture qui est très délicate et c'est là que tout prend de son importance, à la fois les rames, la conception du bateau, mais aussi les poignets. Exactement. Et on verra que ça fait un peu comme un billard. Quand on commence à avoir des troubles au niveau d'un endroit, ça se reproduit, pas forcément au même niveau, et on vient, comme le corps est particulièrement symétrique, impacter le fonctionnement global de l'individu. Donc, troubles musculo-squelettiques 2019, eh bien voilà, on s'y met et on commence à sortir des prototypes, on commence à sortir des analyses scientifiques de torseurs équivalents. En fait, c'est tout ce qui est aspect mécanique, étude des différentes liaisons du corps humain, analyse des sollicitations à supprimer pour que cette jeune sportive, n'oublions pas l'objectif, puisse reprendre l'entraînement et puisse, avec du curatif, faire disparaître également sa douleur. Alors les deux entraîneurs que vous voyez d'équipe de France se sont mis dans le tanker, qui est un bateau fixe avec des bassins sur lesquels on fait des tests, de l'expérimentation, et ont testé nos prototypes successifs jusqu'à arriver à une situation où le premier proto a permis à cette jeune sportive, là où elle pleurait au bout de 5 minutes d'entraînement, de faire 45 minutes à fond. Le concept, la preuve du concept, on connaît tous ça dans le développement des produits, a été sanctionné et finalement on a pu protéger cette innovation en faisant un brevet et puis en ayant un produit qui se retrouvait sur l'eau et qui commençait à faire sa vie en termes de développement. Ça a suivi un deuxième développement de poignée
poignée ergonomique qui aujourd'hui est même habilité à équiper les sportifs dans le cadre de compétitions de plus haut niveau. C'est quelque chose qui est aussi à prendre en considération. C'est un travail qui nécessite aussi de passer quelques jalons, oui. quelques sanctions des auprès validations. de la Fédération internationale. Alors, et la science dans tout ça, parce que c'est bien beau de parler de brevets, eh bien finalement, il y a fallu qu'on développe quelque chose de similaire à une activité en bateau, sur l'eau, sur le bassin. Et donc c'est à partir d'un ergorameur qu'on a commencé à travailler, à essayer d'étudier les mouvements, étudier les puissances mises en œuvre, étudier les sollicitations sur les différents segments, pour arriver à finalement instrumenter nos sportifs de différents capteurs. Alors les EMG, vous connaissez tous les ECG pour le cardiovasculaire, l'EMG c'est pour les muscles classiques. Il suffit de bien les positionner pour avoir un retour sur la sollicitation. Les IMU, ce sont des centrales inertielles qui nous permettent d'avoir l'accélération, toute la notion de cinématique du mouvement qu'on associe aux contractions musculaires. Et vous voyez tout de suite le lien de est-ce qu'on est capable de prédire un surentraînement? Est-ce qu'on arrive à pas anticiper des contractions musculaires qui sont délétères par rapport à un mouvement attendu? Donc tout ça, c'est une phase préliminaire finalement à l'analyse des résultats. Donc une fois qu'on a fait nos développements, on repose le problème en disant voilà, ce qui existe, c'est des poignées d'aviron avec aucune taille variable en fonction de la morphologie du sportif. Ouais. Tout à fait. Intégrer également un peu de biomimétisme, regarder une main et puis de se rendre compte que finalement elle n'est pas circulaire. On regarde une section, il y a des pans correspondant aux phalanges, donc des choses vraiment de BSP. Alors c'est bon sens pratique ou bon sens paysan, c'est-à-dire essayer déjà de reproduire ce que la nature nous a donné avant d'essayer de réinventer le monde. Et puis finalement on obtient quelques résultats. Alors des résultats qui ont du sens et qui peuvent paraître étonnants. C'est-à-dire que nous on n'a pas cherché à avoir un bateau qui aille plus vite que les autres, mais de regarder ce qui se passait à conditions identiques. Et puis on s'est vite rendu compte, on le voit mieux sur les résultats suivants, qu'à vitesse constante, on avait des puissances, des contractions musculaires qui étaient moindres sur différents segments. Et donc on arrivait à finalement prédire une surutilisation et éventuellement faire diminuer les contractions musculaires. Je fais moins d'efforts et j'ai le même résultat. Complètement, je ne stresse pas, je ne crispe pas et je ne vais pas contracter inutilement une partie de ma chaîne musculo-squelettique. Carrément. Oui, et on a même mesuré sur les trapèzes, sur les dorsaux, et on ne peut pas imaginer qu'un impact au niveau d'une préhension puisse avoir une répercussion au niveau de l'ensemble de la chaîne musculo-squelettique. Ces résultats nous amènent à des discussions. Alors bien évidemment, on s'est rendu compte de cet impact sur, on va dire, la contraction musculaire, mais également sur le cutané. Je vous rappelle que c'était aussi une des problématiques. Vous avez les mains d'un même sportif. Voilà, l'aviron, c'est comme les joueurs de djembé. Il y a pire. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont des phases d'entraînement. Nous, on travaille également sur la mesure, la fatigue profonde, la fatigue à l'effort, qui est attendue pour déterminer les pics de forme, les pics de méforme, qui est tout à fait naturel. C'est pour ça qu'il y a des compétiteurs qui performent et le week-end d'après, il n'y a plus personne. C'est tout à fait naturel. Et donc, on travaille vraiment en ayant du multifactoriel et en suivant à la fois des ECG, à la fois des EMG, et puis toute une progression sur un état de forme. Et une fois qu'on a fait ces discussions, qu'on a étudié nos résultats, c'est le travail laborieux qui se fait dans les petits bureaux, où on est parfois sur des grands moments de solitude avec des big data. Alors on utilise l'intelligence artificielle maintenant, je vous rassure. Mais pour autant, on arrive à des discussions qui disent finalement on va développer et on va se rapprocher finalement de structures comme l'Institut Carnot pour transformer le bébé d'une recherche, on va dire, pratique, opérationnelle, vers un outil qui permet d'industrialiser. Et là, c'est plus notre métier. Donc on va vers la création de start-up, d'entreprises qui vont reprendre notre travail pour le commercialiser. Et après toutes ces discussions, ces conclusions, on arrive à des perspectives, un travail qui est au-delà de travailler sur le bassin. On va aussi travailler sur l'ergorameur pour leur permettre de travailler sur leur travail en indoor. L'API a été déposée hier, donc on a d'ores et déjà une solution qui ont permis à deux sportifs, M. Brunet et puis Emma, je ne sais plus son nom, donc deux sportifs d'équipe olympique, masculine et féminine française, qui ont battu leur record en ergorameur.
Et tout simplement, voilà. Grâce à la poignée. Grâce au manche qui est équipé également des poignées. Nouveau manche, nouveau poignet. Et parfois, dans nos travaux laborieux de bureau, de laboratoire, eh bien, on arrive à des grandes satisfactions où vous pouvez retrouver tous les plus grands sportifs actuels, que ce soit Oliver Ziegler qui est le numéro 1 mondial, champion du monde en titre, comme nos deux champions, champion d'Europe, champion de France, champion du monde et champion olympique également, utilisent ces poignets et j'espère pouvoir les apercevoir sur les bassins dans quelques mois. Et dans quelques mois, il y a les JO qui arrivent et effectivement, ils seront équipés de ces poignets. Ah oui, il est fort probable, on ne change pas les équipements à quelques mois. Voilà. C'est clair. Et je peux juste rajouter qu'on n'oublie pas le para. Donc on fait des développements spécifiques. Et elles sont, alors nos jeunes représentantes françaises auront également de grandes chances de médailles. Excellent. On avait Vénie tout à l'heure qui est venue et qui est peut-être encore là. Oui, elle est là-bas. Championne de France et qui essaie de participer aussi à ces Jeux paralympiques. Super. Et on voit le beau parcours comme ça d'une recherche. On se dit, on part au début, parce que le point de départ, c'était cette jeune junior. Voilà. 2019, c'est assez court d'ailleurs je trouve en termes de résultats. Là, vous êtes à la phase où vous équipez les grands sportifs et du coup après ça peut redescendre parce que ça va intéresser tout le monde. À partir du moment où ça réduit un peu les risques de troubles musculo, sur tous les clubs, il y a un avenir quand même sur ce produit. Et puis on commence à voir apparaître aussi une fenêtre de tir sur les salles de sport où les ergorameurs sont fortement présents, sur lequel on va pouvoir accompagner également les pratiquants classiques. Bien sûr. De la remise en forme ou de la pratique pour le grand public. Parce que c'est un des accessoires, c'est un des grands classiques de la salle en sport, enfin du sport en salle plutôt. Oui. Du sport en salle parce que le rameur, tout le monde en fait quoi. Alors je voudrais quand même ne pas oublier, on en parlait en aparté tout à l'heure, c'est que si on arrive à faire ce type de développement, c'est parce qu'on est suivi institutionnellement et également par des financeurs. Ici, c'est la région Grand Est et les fonds FEDER qui ont été à l'initiative finalement de ce développement en nous donnant des moyens. Alors les moyens, c'est de financer des thèses, c'est financer des post-docs qui vont s'approprier un travail d'haleine, de longue haleine, pour arriver à aboutir à un résultat. Vous voyez ce qu'on a présenté, il y a 2 thèses qui ont été réalisées et qui ont été soutenues ces 2 dernières années avec des jeunes qui ont pris, alors on espère, qui prendront la suite de nos travaux. Bah oui, ouais, c'est bien. On en a qui sont motivés. Hier, on en avait aussi une jeune chercheuse. Ce qui est bien aussi, c'est cette dimension un peu hasard. Quelque part, on travaille sur quelque chose sur la poignée, puis on se rend compte, d'autres choses qui amènent c'est une des beautés de la recherche, mine de rien. Complètement. Et parfois, on part dans une direction qui est un cul-de-sac et qui nous permet de rebondir ailleurs. Exactement. Et là, tout ce travail qui aboutit à de la performance et à de l'optimisation comme ça pour tous ces champions. La prochaine étape, donc on a parlé, là on sait à peu près où vous en êtes. On va avoir des résultats probablement au JO. Et on croise les doigts, on le souhaite à toute l'équipe. Et prochaine étape, alors après, dans le développement, peut-être les clubs, les salles indoor, comme on évoquait. Voilà, on va y aller progressivement. Ça passe par des phases alors qui sont typiquement industrielles. C'est-à-dire que les coûts des produits entre fabriquer des pré-séries et des petites séries, ça n'a rien à voir. Donc ça demande des efforts aux utilisateurs d'investir un peu plus parce que le modèle économique est actuellement des produits aux couleurs nancéennes fabriqués à Nancy, avec une logique vraiment de minimiser l'impact carbone, de réfléchir aussi pour cet impact carbone, d'avoir la possibilité de piloter à distance des productions pour éviter que ça traverse le monde. Donc on associe différents développements. Ce travail devrait permettre de rendre accessible, même s'il y a déjà des clubs. Là, on a eu aujourd'hui, je crois, je regarde la présidente, une réponse d'un revendeur japonais qui, lui, a déjà vendu les premiers lots de pièces qu'il avait obtenus. Voilà, faut le tester, il faut voir. Voilà, donc il y a certains pays qui vont aller très vite parce qu'ils sont férus
Ouais. d'accessoires. On sait qu'on viendra progressivement. C'est présent aux États-Unis ou en Angleterre. Lucas, ça l'intéresse. Il y en a une deuxième, hein, Ouais. Lucas, si tu veux. Et c'est des cales qui permettent de régler les... Et ce qu'on évoquait aussi, il y a parce que le sport, l'aviron, finalement, c'est un sport qui se pratique partout dans le monde, hein, on est d'accord. Complètement. C'est un sport qui est mondial, donc il y a un vrai marché quand même, on va le dire. Et puis, qui concerne aussi bien d'ailleurs des athlètes de très haut niveau, mais il y a beaucoup de grand public aussi dans l'aviron. Il y a beaucoup de clubs d'aviron finalement. Et qui est un des sports les plus complets. Voilà, Ouais. je ne le pratique pas, et, ce qui est étonnant. Mais effectivement, et le retentissement également sur l'entraînement hivernal et l'activité en salle qui reste un vrai développement. Carrément. Donc là, on est quand même bien placé dans ce salon Global Industrie pour aller rencontrer quelques industriels. Je pense à la fabrication additive, je pense à tout ça. Vous avez beaucoup utilisé, j'imagine, au début, non? Complètement. La fabrication additive, on continue, et comme on est dans un laboratoire de matériaux, à l'instar des traitements thermiques qu'on a pour faire disparaître les contraintes, ce type de fabrication peut complètement être associé à des traitements thermiques qui permettent d'améliorer la cohésion des couches successives de la fabrication additive et qui permettent de garantir un produit robuste. Ouais. On travaille aussi sur le vieillissement des matériaux, donc on a des étuves, parce qu'en fait on ne peut pas envisager de mettre un produit sur un bassin et avoir une difficulté en pleine compétition. Ouais. C'est inimaginable pour un scientifique. Voilà, donc ça doit être parfait au départ. Voilà, on est dans le... Voilà, c'est du one shot, où on donne satisfaction à un sportif de haut niveau. Si jamais il y a une difficulté, il reviendra difficilement. Et on le comprend. Il a autre chose à faire qu'à choisir son matériel. Il faut que le matériel le satisfasse immédiatement. Bon, et en tout cas, c'est bien parti, puisqu'on le voit avec les champions qui l'ont testé. Ils en sont très contents. Là. Oui, pour l'instant, ça va très bien. Bon, génial. On croise les doigts, on regarde les JO, les compétitions d'aviron. On pensera très fort aux équipes de Nancy, alors. En fait, du monde entier, parce que si on regarde une compétition de qualification au JO, on retrouve des Français, on retrouve des Allemands, on retrouve un Japonais, et c'est pour ça qu'il y a un distributeur qui est déjà au Japon, qui commercialise ces produits-là, parce que, et là ce matin on a reçu un mail en disant vite, 30 paires immédiates. Allez. Voilà, c'est des exemples de développement qui fait que c'est vraiment grâce à ce fer de lance japonais que ça ruisselle dans leur pays. Je pense que vraiment cette logique de haute performance vers le grand public est indispensable, quel que soit finalement le pays. Alors on est sur 4 continents et on a reçu un mail d'Afrique du Sud, donc peut-être que le 5e sera là très prochainement. Bon, ben génial, ben voilà, c'est le début d'une très belle histoire. Bonne chance, continuez comme ça, et puis on suivra avec d'autant plus d'intérêt les compétitions d'aviron. Merci beaucoup. Merci beaucoup, voilà.